Cet été, je vous emmène avec mon partenaire RZN Radio à la rencontre de nouvelles voix. C'est une série de rencontres imaginées par RZN que j'ai le plaisir de vous faire découvrir jusqu'à début août. Vous y croiserez des personnalités attachantes, atypiques, certaines connues, d'autres anonymes, des histoires qui m'ont touchée et que j'ai choisies pour ça. Et courant août, on se retrouve avec des replays de La Petite Voix pour découvrir ou redécouvrir certains épisodes. Bonne écoute et bel été! Ce que vous allez entendre est une histoire de résilience. On avait de la gaieté, c'était bien, on discutait, on faisait les veillées ensemble. Qui amène aussi par des pratiques en rencontrant l'autre, se connecter, à s'unir. Qui m'ont appris à discuter avec l'autre, à accompagner l'autre et à avoir un œil. En tout cas, l'histoire a été racontée et il y a quelque chose qui peut être par la suite partagé. Donner envie aux gens de venir avec toi dans l'histoire que tu racontes. Il y a toujours un merci derrière. Merci par ton malheur de nous donner l'occasion de rire. Rencontre par RZN. Alors que nous attendions notre premier enfant, ma femme et moi avons regardé un fabuleux documentaire, À la vie de Aude Pépin. Un film qui suit Chantal Birman, sage-femme et militante. Avec sa petite valise, tous les jours, elle monte des étages et des étages dans les tours des banlieues parisiennes pour accompagner 50 années durant les nouvelles mamans. À la fin du visionnage, bouleversé, je me suis dit qu'il fallait que je la rencontre. Car les rencontres nous façonnent, nous changent et nous bouleversent. Je suis persuadé que celle-ci va faire résonner quelque chose en vous. Alors écoutez ce qui va suivre. Rencontre par RZN. Donc on va essayer de revenir sur tous les moments de l'accouchement. Voici Marion, ma femme, peu de temps après le jour où elle a donné la vie à notre petite fille. Ça a été une réelle épreuve pour elle, pour nous, mais aussi un moment magique de force et d'entraide qui restera gravé à tout jamais dans nos têtes. Un moment qu'on a voulu raconter, juste pour nous, au micro, pour s'en souvenir. Un moment que je vais évidemment garder secret, mais en le réécoutant, je suis notamment tombé sur ce bref passage que je peux vous partager avec son accord, celui où nous rencontrons quelqu'un d'important. Il y a la relève des sages-femmes qui se fait en fait à 7 et 19h, et donc à 8h, on va rencontrer la sage-femme du jour, du bloc naissance du jour. Et cette sage-femme, elle s'appelle Mélissa. Et elle rentre dans la chambre, elle se présente à nous. Et là, tout de suite, j'ai un sentiment de mise en confiance. Il y a une chaleur chez elle, quelque chose qui se dégage. J'ai un feeling avec elle, quoi. Moi, je m'accroche à elle tout de suite quand elle arrive. Elle dégage quelque chose de bienveillant, de doux, qui me met vraiment confiance. Mélissa a eu un rôle clé dans ce moment intense en émotion et en vulnérabilité. Et je sais que c'est ce que vivent beaucoup de parents et beaucoup de sages-femmes qui les accompagnent. Celle dont je vais vous parler aujourd'hui a plus de 50 ans de carrière derrière elle. Elle s'appelle donc Chantal Birman. Elle a commencé à exercer son métier alors que l'avortement était encore illégal en France. Et c'est son amour pour les femmes et pour leur force qui l'a guidée toutes ces années. Bonjour Chantal Birman. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire où on se trouve aujourd'hui ? Chez moi, c'est une maison. Cette maison a plusieurs étages. Et le premier étage, c'est un cabinet collectif de sages-femmes. Mais il n'y a pas que des sages-femmes. Il y a des profs de yoga, il y a un kiné, il y a une ostéopathe, il y a une fille qui fait de la physio. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour de l'accompagnement physiologique de la grossesse, avec une grosse réflexion d'équipe, et c'est une des équipes les plus avancées sur le plan de la physiologie, à mon avis, de France. Alors vous êtes à la retraite, vous avez été sage-femme pendant plus de 50 ans, oui. Mais vous habitez encore au-dessus d'un cabinet de sage-femme, donc sage-femme un jour, sage-femme pour toujours. Oui, c'est comme le vélo ce truc, une fois qu'on a pédalé, on ne s'arrête plus. J'ai lu que vous étiez tombée par hasard dans ce métier-là. S'il y a du hasard, c'est toujours la problématique du hasard. J'étais dans une famille engagée, c'était de l'engagement syndical. Moi, je l'avais depuis le berceau, quoi, ce truc-là. Voilà. Et j'étais bonne en classe, mais pour mes parents, je n'étais pas excellente. Donc, dans ce cas-là, quand on est bon partout et excellent en rien, on fait médecine. Donc, je me suis inscrite en fac de médecine. Là,
À l'époque, les jeunes qui faisaient médecine, c'était des jeunes de grandes familles bourgeoises. Et quand je me suis retrouvée en train de prendre l'emploi du temps, la façon dont ils parlaient, la façon dont ils se comportaient et ce qu'ils disaient, et j'ai su qu'on n'était pas du même monde et que je serais jamais dans leur monde. Et je suis sortie de la fac tout de suite. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Si je fais pas médecine, je fais quoi? Et j'ai vu des arbres. Et je suis allée vers ces arbres, donc je suis sortie de Cochin et je suis allée du côté de Port-Royal et je suis entrée dans le cloître de Port-Royal puisque c'est là qu'il y avait des arbres. Je me suis assise en réfléchissant à ce que j'allais faire et de l'autre côté du cloître, j'ai vu écrit « École de sage-femme ». Et là, je me suis rappelée de ce nom de sage-femme parce que ma grand-mère m'avait dit un jour « Ah, c'est le plus beau métier du monde ». Je suis montée devant la directrice et je lui ai dit « Voilà, je voudrais être sage-femme ». Elle me dit, bon, écoutez, si demain matin, vous avez 3 tenues complètes, je vous prends en stage. Et comme il n'y avait pas de stage pour moi, c'est pour ça que je suis allée aux infectés dans un service qui s'appelait Lister. Et ça a été donc mon premier stage. J'avais donc pas 18 ans, j'avais 17 ans et demi, un truc comme ça. Et je me retrouvais confrontée à l'avortement, aux complications de l'avortement illégal. C'est déroutant de commencer ce métier de sage-femme par la question de l'avortement. C'est pas déroutant parce que ça arrive aux femmes. Je savais que je choisissais un métier de femme et que une femme qui avorte, c'est une femme qui est enceinte, donc voilà. Et que l'ambiguïté de la grossesse, qu'elle soit du côté de l'avortement ou du côté de l'accouchement, elle existe. Parfois même, une femme va nous dire tous ces problèmes et tu te dis tiens elle me parle de ça parce qu'elle veut avorter et en fait non, pas du tout, elle veut accoucher normalement et l'inverse peut être vrai. Et c'est là qu'on voit la richesse de l'ambiguïté humaine et voilà, je crois pas qu'il y a d'art sans kaléidoscope des couleurs. Et là, dans l'ambiguïté de grossesse, il y a un kaléidoscope d'impressions, de couleurs, de sentiments, d'engagement, de renoncement, etc. Vous commencez votre métier de sage-femme, l'avortement n'est pas encore autorisé en France. Non. Ça arrive en 1975. J'ai lu que vous en avez été évidemment heureuse. Moi, je suis arrivée au moment du début de la contraception. Il faut comprendre que juste avant moi, c'est-à-dire vraiment, dont les femmes avec lesquelles j'étais, etc., n'avaient pas de contraception. Les femmes et les hommes avaient, au moment d'un rapport sexuel, la possibilité d'une grossesse, puisqu'il n'y avait pas de contraception, le risque, on va dire, d'une grossesse. La plupart du temps, quand il y avait un rapport sexuel, ils ne voulaient pas forcément faire d'enfants. Et donc, l'avortement planait au-dessus de la sexualité. Il faut bien comprendre ça. Et donc, l'avortement illégal, puisque ce n'était pas légal. Et donc, la mort, ça n'existe plus à l'intérieur de la sexualité, ça. En quoi, selon vous, une sage-femme est par définition une femme engagée, une militante? Il se trouve que, sur tous les grands événements féminins et ceux qui n'arrivent qu'aux femmes, les règles, la sexualité féminine, la grossesse, ça n'arrive qu'aux femmes, l'accouchement n'arrive qu'aux femmes, l'allaitement n'arrive qu'aux femmes. À chaque fois, dans l'histoire des femmes, ce sont des moments que moi j'appelle des poussées de croissance. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une espèce de concentration qui se passe où elles grandissent. On peut faire de ces moments-là des moments traumatisants. En interdisant aux femmes l'IVG, en mettant de la mort à l'intérieur, c'est-à-dire en remettant les IVG dans l'illégalité. Par exemple, je reviens d'Afrique, dans la plupart des pays africains, je crois dans tous d'ailleurs, sauf dans l'Afrique du Nord où là, il y a des lois sur l'IVG qui autorisent l'IVG, mais dans l'Afrique subsaharienne qui est très chrétienne, enfin beaucoup, ou musulmane, mais voilà, l'avortement est interdit et c'est la première cause à nouveau de mortalité de la jeune femme. Voilà. Donc on peut faire de ces moments-là des moments particulièrement traumatisants. Voilà. On peut rendre la sexualité traumatisante. On peut après, pareil, être peu respectueux des femmes, être dans la violence gynécologique et obstétricale et faire de ces moments extraordinaires des moments de traumatisme extrême. Tout ça peut être pris exactement à l'inverse, puisque pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir une poussée de croissance,
On est vulnérable dans ces cas-là. Homme ou femme, chaque fois que tu prends une décision, tu ne sais pas si c'est la bonne, si tu as bien fait, etc. Que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Donc, tu es vulnérable. Et si à ce moment-là rentre quelque chose de violent, eh bien, de ce quelque chose qui te permet de faire une poussée de croissance, ça va être l'inverse. Donc, c'est d'autant plus fondamental que les hommes et les femmes soient accompagnés dans ces moments-là, mais je dirais presque pas seulement. C'est-à-dire quand une femme va avoir un enfant, par exemple, elle va changer de génération et sa mère va changer de génération, son père aussi, c'est-à-dire elle va devenir grand-mère et grand-père. Et en changeant de génération, il leur arrive aussi quelque chose qui est de l'ordre aussi de la poussée de croissance. Et comment vous saviez trouver les mots, vous, quand vous étiez auprès de ces femmes en postpartum ou quand vous travailliez en maternité, qu'elles venaient de donner naissance? Comment vous trouviez les mots pour leur parler et les accompagner justement dans cette crise de croissance? Trouver les mots, c'est accepter de dire ce qui t'atteint. Par exemple, le fait de tomber amoureuse, c'est se laisser atteindre. Donc, c'est surtout pas de neutralité. Et les mots viennent forcément. Les mots, les silences, ce qui fait la poésie de la circulation entre deux êtres humains. Si l'autre a le courage de parler, la moindre des choses, c'est de se laisser transformer par ce courage-là, justement. Parce que c'est pas rien. D'un seul coup, il faut être à la hauteur de cette forme de secret qu'on vous confie. Et ce secret confié, c'est-à-dire cette part de l'autre fragile, il faut en prendre soin, c'est-à-dire l'accueillir d'une façon extrêmement, extrêmement délicate, en sachant que c'est un honneur qu'on vous parle. Je sais ce qu'elles ne peuvent pas dire, si vous préférez, et je sais ce qu'elles vont me demander. Mais à chaque fois qu'elles me demandent quelque chose, je sais, par expérience, ce que ça veut dire derrière et qu'elles n'osent pas dire. Par exemple, beaucoup de femmes ne sont pas encore très fortement en relation avec leur bébé vraiment très rapidement. Donc, c'est quelque chose qui va mettre du temps. Pourquoi ? Contrairement aux hommes qui, eux, ont une relation à l'enfant qui est beaucoup plus rapide. Quand le bébé arrive au monde, le papa, il a assez vite fait son deuil du bébé imaginaire. Mais pour la mère, pas du tout. Le bébé qui est là n'a rien à voir avec celui qu'il avait dans sa tête. Donc, il va d'abord qu'elle soit en deuil du bébé imaginaire et d'elle-même aussi, parce que l'accouchement, c'est aussi un deuil de soi, dans la mesure où il y a vraiment un passage d'une génération à une autre. Et donc, au moment d'un accouchement, physiquement, émotionnellement et psychiquement, une femme meurt à sa génération, meurt physiquement, émotionnellement, etc. Donc, il y a un vrai deuil d'elle, un vrai deuil de l'enfant imaginaire. Et d'un seul coup, elle est devant un corps qu'elle trouve très, très joli, très mignon. Elle a tout fait, elle est là, mais complètement étonnant par rapport à ce qu'elle éprouve. C'est une femme en deuil, elle est avec un bébé, elle ne peut pas dire « Oh là là, c'est complètement bousculant parce que là, je vois bien que j'ai fait de la vie, mais c'est quoi cette vie ?» Alors, avant qu'elle se soit son enfant, il peut y avoir plusieurs jours qui se passent. Et donc, quand nous, on sait ça. On sait que la femme qui nous regarde, elle est terrorisée parce qu'elle pense que l'accouchement va faire que l'arrivée du bébé, le Saint-Esprit de la maternité va lui tomber dessus à ce moment-là, à la naissance. Et pas du tout, ça ne lui tombe pas dessus. Et c'est d'autant plus difficile qu'elle voit presque son mari plus, entre guillemets, paternant, sans tellement de problèmes, alors qu'on lui a expliqué que c'est les femmes qu'on n'avait pas trop de problèmes avec les enfants. Mais faux, archi faux. Donc, elle est encore plus terrorisée, que ce soit aussi simple que ça pour lui, et pas pour elle. Donc, elle se tait, elle se sent la pire des dégénérés femmes et maternelles possibles. Et il y a quelqu'un qui comprend ça, c'est la sage-femme. Et donc, voilà, nous, notre problème, c'est d'essayer à trouver sur chaque femme de quelle terreur elle parle. Parce qu'évidemment que cette terreur-là la renvoie à des terreurs antérieures, etc. Et donc,
à nous en quelques secondes, on n'a que quelques secondes pour la rassurer et la réorienter dans le fait qu'elle est bien la mère de cet enfant-là, pas d'un autre, et que c'est bien cette femme qui est elle, dont ce bébé-là a besoin. Chantal Birman, une dernière question. Je ne sais pas si vous intervenez encore dans les écoles de sages-femmes ou pas, ou si j'imagine que vous rencontrez aussi des jeunes sages-femmes qui entrent dans le métier. Qu'est-ce que vous leur dites quand elles démarrent, quand il ou elle démarre ? Au fond, ce que je souhaite aux femmes, c'est de rencontrer, aux sages-femmes, c'est de rencontrer vraiment les femmes et d'en avoir la force. La force, l'humilité, et d'en être digne, et par leur vie professionnelle. C'est-à-dire, je leur souhaite de faire des efforts immenses, parce que plus on fait d'efforts, moins c'est dur d'en faire, je trouve. Voilà. Merci à Chantal Birman, sage-femme militante, pour cette magnifique rencontre qui m'a profondément bouleversé. Pour écouter d'autres rencontres, je vous conseille d'aller faire un tour sur notre podcast Rencontres par Erzen, avec par exemple un rêve qui disait je marchais dans une forêt avec de très très grands arbres bleus. Et tu vois, de très très grands arbres bleus, je le garde parce que j'aime bien qu'on dise très très et pas juste de grands arbres bleus. Au pied de chaque arbre, il y avait un être, une silhouette, bleue aussi, de forme humaine mais assez floue. Et en haut, dans les feuillages, un gigantesque poisson rouge nageait entre les branches. Laura Daniel, dessinatrice de rêves. C'est à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute.